Ok, super. Eh ben écoutez, on va pouvoir partir sur la table ronde numéro 2, du coup, qui porte sur IA et cybersécurité. J'ai plus exactement l'intitulé la cybersécurité à l'ère de l'IA, menaces et opportunités, merci. Du coup, bah oui, on va parler l'impact de l'IA sur les cyberattaques, sur la cybersécurité et les différents enjeux liés à tout ça. Donc pareil que pour la première, pour ceux qui étaient présents, on a 30 minutes pour discuter d'un sujet assez vaste. Et 10-15 minutes de questions-réponses. On peut déborder, hein, ça peut être possible. Mais on va essayer de faire allez, 30... Ouais, allez, on va voir. Mais du coup, je vais laisser messieurs se présenter en commençant par Luc. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Luc Rondeau, je suis le directeur des systèmes d'information de la Banque commerciale en France de BNP Paribas. Allô ? Il marche, oui. Bonjour, moi je suis Manuel Fossa, je suis le manager de l'équipe SOC de Sigma Informatique à Chapelle-sur-Erdre à Nantes, à côté de Nantes. Bonjour, je suis Ronan Mouchou et je suis directeur de X-Rator, un éditeur de cybersécurité nantais. Eh bien écoutez, merci. On va pouvoir du coup aller dans le vif du sujet. En première partie, on va voir comment l'IA du coup révolutionne les cyberattaques. Donc on a pu le voir sur la première table ronde, on est quand même au début de l'IA dans ce qu'on appelle la nouvelle ère de l'IA. On est quand même au tout début. Mais est-ce qu'on peut voir déjà des nouvelles sortes de cyberattaques ? Est-ce que c'est nouveau ? Est-ce qu'il y en a plus ? Est-ce qu'elles sont plus puissantes ? Comment on le ressent du côté cyber ? Je commence ? Allez. Déjà, alors déjà, il faut peut-être aussi se donner un peu un contexte, c'est-à-dire qu'on voit bien que en France, d'ailleurs, on est le quatrième pays où les données sont le plus piratées. Hein, on n'est pas forcément le quatrième pays ou la quatrième puissance économique, mais le quatrième pays, hein, derrière les États-Unis, la Chine et la Russie. Hein, on a quand même aujourd'hui 8 Français sur 10 qui se sont fait pirater des données. Hein, et c'est peut-être 9 sur 10 au moment où on parle. On a un site dont je tairai le nom, bien évidemment, des administrations publiques qui s'est fait l'année dernière prendre des données de 43 millions de personnes. Hein, donc c'est quand même des chiffres assez colossaux. Et puis, si on zoome un peu sur ce que ça peut coûter, hein, l'impact, les attaques cyber dans le monde, c'est plus de 8 trillions de dollars. D'accord ? Et la fraude, c'est 12,7 milliards de dollars, hein, en 2023. Donc on voit déjà qu'on est face à des chiffres qui sont colossaux. Et bien évidemment, avec l'intelligence artificielle, ça décuple toutes les possibilités d'attaque, hein, à la fois sur de l'attaque de malware intelligent, sur du phishing automatisé, sur des deepfakes. Hein. Là aussi, il y a quelques exemples. D'ailleurs, l'année dernière, un directeur financier d'une boîte de Hong Kong, hein, sur un deepfake vidéo, il a fait 26 millions de dollars de virements. Voilà, juste sur une deepfake. Hein. Donc, on voit qu'on est quand même face à des chiffres de plus en plus importants. Et l'IA va ne faire qu'accélérer, hein, les possibilités des attaquants. Alors, on verra aussi que de l'autre côté, on espère qu'on va en profiter dans l'autre sens pour se défendre. Mais déjà, je pense que ça, c'est bien de planter quelques chiffres parce que comme ça donne un peu la mesure du contexte dans lequel on évolue. Oui, je pense qu'en même temps, avec des outils qui sont facilement accessibles pour n'importe qui, on a de plus en plus de jeunes qui ne sont pas obligatoirement des pirates au départ, mais qui se lancent, script kiddies, comme on dit, hein, il y en a de plus en plus. C'est très facile d'aller sur un forum, sur le dark web, n'importe quel gamin sait le faire, de récupérer un logiciel et de s'amuser à essayer de faire des attaques DOS ou des trucs comme ça. Donc on a de plus en plus de gens qui vont être tentés d'essayer ces choses-là. Vous avez sûrement déjà tous trouvé en ligne déjà des IA qui vont vous permettre de faire des fake voice avec 30 secondes d'enregistrement. La même chose pour la vidéo. Toutes ces choses-là, ces petits outils qui sont à disposition de n'importe qui maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que ça ne marche pas. Tout le monde va essayer. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est que ça va multiplier le nombre de tentatives en fait. Ouais, et donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des deepfakes, etc. Donc au final, ça touche à de la fraude.
On entend aussi parler des fois d'attaques sophistiquées entre États, etc., ce qu'on va appeler les APT, les Advanced Persistent Threats. Et c'est vrai que là-dessus, on commence à avoir des trucs assez intéressants, notamment avec des codes disponibles sur GitHub. Vous pouvez les télécharger, il faut un petit peu jouer parce qu'il y a des librairies plus à jour. Mais on est en fait sur des modèles que les chercheurs, j'ai marqué l'acronyme parce que appellent le HPTSA. Donc en fait, c'est Hierarchical Planning Task Specific Agent. Donc en fait, vous avez un planificateur, vous lui donnez un prompt, par exemple, je voudrais pirater le Wi-Fi, et derrière, lui, il comprend qu'il faut qu'il écoute les ondes, qu'il regarde les différents hotspots, qu'il teste des mots de passe, si ça ne marche pas, qu'il essaye une attaque de crypto, par exemple, ou sinon, etc., jusqu'à atteindre l'objectif qu'il a appris. Donc ça, déjà, aujourd'hui, ça marche. Le code, il est sur GitHub. Et on voit, autant on avait du mal potentiellement encore il y a quelques années de comprendre comment l'IA générative pouvait augmenter vraiment, on n'est plus sur de la cybercriminalité, sur cette couche stratégique des attaquants, autant là on comprend. C'est-à-dire que pour faire un piratage, il faut énormément de données. Et plutôt que de passer des jours et des jours à relire des logs, à lire des headers, etc., on peut tout avaler d'un coup, et là, c'est l'IA qui va nous dire en fait vers où se diriger. Avec le côté planificateur, il va nous dire d'abord tu bouges sur telle machine, ensuite sur telle application, ensuite sur tel truc, etc. Et l'autre côté, donc, qui est plus dans, on va dire, le back-office de ces attaquants stratégiques, c'est, admettons, on se donne l'idée de pirater Airbus. Bon, tout un truc, oui, puisqu'il paraît qu'ils arrivent très bien à cracher l'avion, ils ont une super propriété intellectuelle, donc il faut quand même aller regarder. Voilà, les pirates, ce ne sont pas des experts en aéronautique. Donc en fait, pour savoir la valeur de ce qu'ils viennent voler, c'est compliqué, c'est pas forcément dans notre langue, c'est dans plein de bouts différents. Et donc là, encore une fois, les LLM, une fois qu'on a volé toutes ces données de propriété intellectuelle, peuvent énormément augmenter la capacité des attaquants. Là où je dirais, qu'est-ce qui ne change pas? Alors, ce qui ne change pas, déjà, c'est toutes les bonnes pratiques de sécurité, c'est-à-dire que la segmentation réseau, ne pas faire confiance aux entrées utilisateurs. Donc, en fait, toutes les forces qu'on a aujourd'hui en cyber, rien ne change. Donc, c'est exactement ce que vous disiez. Ça renforce les faiblesses qui existaient déjà. L'autre chose, c'est que les IA ne sont pas très bonnes sur tout ce qui est ambigu ou les cas bordure. Donc en fait, et quand on est attaquant et qu'on se retrouve face à des réseaux un petit peu compliqués, en fait là c'est l'intelligence humaine qui revient. Et ensuite c'est tout ce qui est anomalie réseau et notamment le comportement comme des bots. C'est très dur pour une machine de se faire passer pour un humain. Et donc là en fait, on a quasiment plus à savoir est-ce que c'est malveillant ou pas, mais juste si c'est un bot ou pas. Et c'est vrai que moi j'ai un historique chez les éditeurs antivirus. Quand on me dit tout le monde va essayer, moi je suis super content. Ça va ouvrir à la deuxième question. C'est que tout ça, ça donne de la donnée pour le machine learning des éditeurs de sécurité. Du coup, on peut potentiellement passer côté défenseur. On a vu qu'il y avait beaucoup de cas côté attaquant. Peut-être revenir, si j'en profite, sur les fraudes, notamment côté bancaire. On sait que l'IA va décupler au niveau des fraudes. Je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus. Oui, alors les fraudes, oui, c'est vrai que dans le monde bancaire, on est un peu les cibles privilégiées des fraudeurs. Alors j'ai parlé tout à l'heure du phishing, automatisé. Donc là, bien évidemment, et puis tout ce qui va être autour des deepfakes. Donc là, typiquement, on se fait passer pour la voix de son conseiller. Et puis voilà. Donc je pense que dans ce domaine-là, l'IA nous aide déjà depuis longtemps. L'IA, c'était pas l'IA générative, c'était l'IA plus traditionnelle. Notamment, par exemple, si on prend des opérations comme les virements, peut-être ça vous est déjà arrivé. Vous faites un virement et tout d'un coup, on vous dit que le virement il s'effectue pas et vous allez être appelé. En fait, vous allez être appelé pourquoi? Parce que, en fait, avec toutes les données dont on dispose sur vos habitudes de consommation, on se dit que ce virement-là, il est bizarre. C'est pas vos habitudes, c'est pas dans vos habitudes. Donc on va le mettre de côté et on va aller vérifier en vous rappelant qu'effectivement, c'est bien vous qui êtes à l'initiative de ça. Ça peut être aussi un virement. Tout d'un coup, il y a votre carte qui a été utilisée
à Paris, et puis 10 minutes après, il y a un virement qui arrive en provenance de Hong Kong. On va dire, bon, là, il y a quand même un problème, parce que dans les 10 minutes, bon, à part être s'être téléporté, voilà, donc on a considérablement renforcé, on va dire, les scénarios qui permettent d'analyser en temps réel tous les virements. C'est-à-dire que tous les virements que vous faites, et même les virements instantanés comme aujourd'hui, ils passent par des moteurs d'intelligence artificielle qui vont aller vérifier effectivement que d'un point de vue comportemental, ça paraît correct. Pendant un moment, il y a des fraudeurs qui faisaient quoi? Ils voyaient que, ils mettaient des virements de bas montant en se disant, bon, de toute façon, tout ce qui va être au-dessus de, je dis n'importe quoi, 100 euros, bon, c'est systématiquement analysé, tout ce qui est en dessous, il n'analyse pas. Bon, non, c'est faux, on analyse entre guillemets tous les virements. Donc c'est vrai que la fraude, elle a été diminuée en impact financier. Par contre, la fraude, elle est considérablement augmentée en tentative. Alors, et aujourd'hui, si je peux donner, mais ça c'est ce qu'on voit maintenant à la télé, on le voit sans arrêt, mais voilà. De toute façon, un agent de la banque, donc un banquier, il ne vous demandera jamais vos identifiants et mot de passe. Jamais. C'est pas possible. Donc si quelqu'un au téléphone vous demande un identifiant, un mot de passe, c'est pas un agent de la banque, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, on a du mal à le dire, parce que ça paraît évident, mais ça, il faut le dire autour de vous, parce que ça, c'est le truc le plus classique et le plus courant aujourd'hui. On prend votre identifiant, on prend votre mot de passe, on prend votre numéro de téléphone avec, parce qu'à la limite, on le récupère facilement, et avec ça, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour frauder. Et puis alors là, votre compte, il peut être rapidement mis à sec en quelques minutes. Et puis bien évidemment, tout ça, c'est parti maintenant avec les virements instantanés. C'est parti au Guatemala, en Colombie, ou je ne sais pas où. Et là, il n'y a plus que les yeux pour pleurer. Oui, sur ce genre d'escroquerie, c'est de l'escroquerie pure et simple. Mais j'ai beaucoup aimé l'exemple dont tu parlais tout à l'heure sur la grosse escroquerie, où en fait, là, on se rend compte de la puissance de l'IA, parce qu'il y a eu quand même 12 fake personnes qui ont été recréées, parce que le scénario était exceptionnellement bien monté. En fait, ils ont appelé le comptable, enfin le gestionnaire de l'argent, pour lui faire signer un gros chèque de 20 et quelques millions. Et ils ont quand même, ce gars-là a quand même un réflexe normal de demander des garanties. On l'a invité dans un Teams où il y avait tout le conseil d'administration de son entreprise quand même. Tous ces gens étaient là un par un, il les a vus et il leur a parlé. Et ils lui ont dit, vas-y mon gars, signe, il n'y a pas de problème. Ça ouvre la porte à de monstrueuses escroqueries à l'avenir. Ça, c'est qu'une première. Je pense que des choses comme ça, on va en voir de plus souvent. C'est un gros montage de ce qu'on appelle l'escroquerie au président, l'arnaque au président. C'est la même chose. On peut le faire à 2 balles sur un coin de table avec une secrétaire, comme on peut le faire pour une multinationale, en fait. Et le risque, il est là parce que l'IA va aider en fait ces pirates à organiser ça encore mieux que maintenant, quoi. Il y aura il pourra poser des questions à ces gens-là qui seront pertinentes et il y aura des réponses pertinentes. C'est ça qui fait peur, parce que il faut pas qu'on perde le sens commun non plus dans nos réactions humaines, quoi. C'est ça qui est le dernier rempart contre l'IA quelque part. C'est de réfléchir et de prendre du recul. Dans la vraie vie, ça existe, ça. Je pense que c'est un réflexe que tout le monde doit avoir, et de plus en plus. Du coup, on a vu que les attaquants avaient plusieurs cordes à leurs arcs, si je puis dire. Mais je sais pas très bien. Mais est-ce que du coup la défense, je pense qu'elle n'est pas non plus à plaindre. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va apporter du coup côté défenseur? Alors, non seulement la défense elle n'est pas à plaindre, mais contrairement à toutes les idées reçues, elle est même pionnière. Donc l'apprentissage machine, le machine learning, vous l'avez dans tous vos antivirus depuis le milieu des années 95, à peu près. Pareil, je vois des gens qui ont à peu près le même âge que moi. Je pense qu'à 5 dès qu'on a une adresse mail, à 5 ans, on savait tous ce que c'était que du Viagra. Avec le spam. S'il y a bien une industrie qui a disparu, c'est l'industrie du spam, grâce justement au machine learning et aux anti-spam, etc., durant les années 2010. Donc en fait, des batailles, on en gagne plein. Le crime est plein de ressources et la fraude a de beaux jours. Mais voilà, par contre, ce que l'IA générative vient amener, moi je reprendrai tous les avantages qu'on a donnés pour les attaquants. Et en fait, on peut le faire tourner chez les défenseurs.
Donc, par exemple, quand je travaillais chez l'éditeur antivirus, on faisait déjà tourner du machine learning sur des codes d'application pour trouver des zero day. Et directement, on entraînait du coup les antivirus sur des choses qui n'avaient pas encore été découvertes, ni même qui étaient apparues dans la tête des attaquants. Cette petite IA que je vous ai dit qui est capable de faire une planification d'attaque et de la réaliser, c'est pareil, vous pourriez la lancer sur votre réseau. Donc aujourd'hui, c'est des humains qui le font, ce qu'on appelle des red teams. Et aujourd'hui, on pourrait en avoir qui tournent en permanence, quoi. Donc nous, là, par exemple, on est en train de faire un POC. Donc en gros, on scanne votre réseau, etc. Et donc là, justement, grâce à toutes ces informations et le planificateur, on est en train de créer ce qu'on appelle un graphe d'attaque. Donc c'est tous les chemins possibles à l'intérieur de votre réseau et de prioriser en fonction des criticités business de chacun. Donc ça, c'est vraiment... En fait, tous les avantages de l'attaquant sont applicables à la défense et puis encore plus encore... Non, mais ce qu'on voit, c'est que effectivement, ce que tu dis est tout à fait juste. Et il y a un certain nombre d'outils qui commencent. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, tu en édites. Donc c'est important. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les moyens consacrés sont de plus en plus importants dans les entreprises, mais du côté finalement des attaquants, les moyens sont de plus en plus aussi importants parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, notamment avec l'IA et tout ce que peut amener l'IA en termes de possible cybercriminalité, c'est qu'en fait, il y a des États derrière, hein, donc avec des moyens colossaux. Alors là, c'est pareil, on va pas en parler de ces États-là. On ne les connaît pas tous, il y en a quelques-uns qui sont assez connus, mais voilà, donc je pense qu'un maître mot dans ce contexte-là et où qu'on soit, c'est vraiment la sensibilisation, hein, à ça. Et en fait, finalement, les principaux risques qu'on encourt, parce que les principales failles, souvent, elles viennent aussi de la négligence à l'intérieur même des entreprises, hein, avec... un collaborateur qui donne son identifiant, son mot de passe à un autre ou qui s'en va en laissant son poste de travail ouvert. Voilà, et à partir de là, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer. Ça peut paraître comme ça, on se dit ouais, non, mais ça c'est dans les films. Non, c'est pas que dans les films, c'est la réalité et tous les jours. Hein, si vous discutez avec l'ANSSI, hein, donc qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, des trucs comme ça, ils en voient plutôt 100 par jour que 1, quoi. Donc c'est une vraie réalité, hein. Ouais, je me permets juste d'appuyer sur ce que vous avez dit, le coût de l'attaque. C'est vrai qu'on présente très souvent du coup, la cybersécurité comme une asymétrie avec l'attaque défense. L'attaquant, il doit réussir une fois, nous, on doit réussir tout le temps, etc. Avec une brindille, on peut faire tomber des Goliaths. Il y a quelques articles là, récemment qui sont sortis donc, par des chercheurs d'origine chinoise, mais qui travaillent en Australie depuis 20 ans. Donc, ils suivent un petit peu toute la presse à l'intérieur de la Chine, et notamment sur les attaques, donc moi j'ai donné les noms, des Américains sur les Chinois. Parce que ça se passe aussi dans ce sens-là. Et en fait, c'était super intéressant puisque donc le gouvernement chinois, donc l'équivalent de l'ANSSI en France là-bas, ils ont mis en place une règle simple, une doctrine, c'est pour chaque logiciel malveillant, pour chaque attaque qui arrive, on fait ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. On va décompiler les logiciels, on va tout réanalyser, etc. Et derrière, c'est un grand renfort de machine learning, d'IA, etc. Et ensuite passe une couche humaine et on le réinjecte dans notre attaque, okay, mais aussi dans notre défense. Ce qui fait qu'il y a des calculs économiques qui ont été faits et c'est juste, mais ça explose le cerveau. Pour 1 euro que dépensent les Américains en attaque, ça génère 28 $, pardon, c'est en dollars, c'est pareil, 28 $. Ça génère 28 $ de défense chez les Chinois. Donc là, la symétrie attaque-défense, en fait, elle est dans l'autre sens. On nous a beaucoup parlé justement des petits pirates qui pouvaient, sauf que là, en fait, c'est en train de totalement se basculer justement avec toutes les IA qu'on a dans tous nos mécanismes de protection. J'ai parlé que des antivirus, mais au niveau des SOC, c'est pareil, vous n'êtes pas en reste. Non, c'est clair. Je voulais revenir encore une fois, c'est sur le secteur bancaire. Je pense que du coup, l'intelligence artificielle peut quand même pas mal aider, je suppose, à la détection des fraudes, aussi sur l'analyse comportementale. On peut avoir quand même des nettes améliorations sur ce sujet, j'imagine.
Oui, alors là, on n'est plus dans la cybersécurité. Là, on est à la limite dans les apports que peut avoir l'IA dans l'optimisation des process, dans l'amélioration de la productivité au sens large. C'est-à-dire, finalement, c'est la poursuite de la digitalisation, la fameuse digitalisation des entreprises que la banque a mis en place depuis maintenant une vingtaine d'années. Et là, effectivement, on va de plus en plus, on développe de plus en plus, et avec des moteurs, on va effectivement analyser les comportements des clients et pouvoir à un moment d'ailleurs leur proposer par exemple des solutions d'épargne qui répondent à leurs besoins. Ou proposer des solutions d'assurance. Quelqu'un qui est en voyage à l'étranger, on s'aperçoit qu'il n'a pas une assurance contre le vol ou de sa carte bleue ou autre chose. Hop, il est à l'étranger, il va recevoir à la limite un pop-up qui lui dit on vous rappelle que vous n'êtes pas assuré contre ça, est-ce que vous voulez souscrire une assurance? Et à partir de ce moment-là, on lui donne tous les éléments pour lui permettre, s'il le souhaite, de le faire. Donc effectivement, c'est un des apports de l'intelligence artificielle. Mais si je prends un autre exemple, et je m'arrêterai là parce que je peux en citer 10 ou 15 ou 20, mais par exemple, on reçoit énormément de mails dans les banques. Et on n'est pas les champions pour répondre. C'est-à-dire que, si on répond, mais des fois on répond 3 semaines après. Donc de toute façon, c'est le client, lui, il a déjà, comme il n'y avait pas de réponse, soit il s'en est déjà occupé, soit il est passé dans son agence. Donc là, par exemple, et là, on sait que l'analyse IA traditionnelle donnait déjà des capacités d'analyse des mails, mais là, on va beaucoup plus loin là-dedans et on va beaucoup plus loin dans la réponse aux mails. Alors, on n'en est pas à opérer des réponses automatiques, sauf à dire qu'on a bien reçu le mail, mais bon, ça c'est trop facile. Mais après, on en est plutôt, avec l'intelligence artificielle, à analyser les intentions qu'il y a dans le mail et à commencer à proposer des réponses qu'on va amener directement au banquier. Et le banquier aura plus qu'à la limite soit valider pour envoyer la réponse, soit amener des éléments supplémentaires ou à corriger la réponse qui lui est proposée. Donc on voit bien qu'il y a des sources très importantes d'amélioration de l'expérience client vis-à-vis de la banque et d'amélioration du coût de la banque dans sa capacité à répondre rapidement aux sollicitations de son client et à lui proposer, on va dire, plutôt des produits qui correspondent à ses besoins, sans faire comme certains e-commerçants qui, à partir du moment où on passe dans la rue, tout d'un coup, ils vous expliquent que vous êtes devant le magasin et vous pouvez y rentrer. Ce qui est, nous, on ne le fera pas, ça. Et peut-être juste pour terminer, Emmanuel, sur ce sujet, car le temps file, c'est qu'on voit dans les équipes cyber qu'il y a de nouvelles briques intelligence artificielle. Je sais qu'on parlait de SOAR, typiquement. Le SOAR, oui, en tout cas, le SOAR, c'est la brique la plus connue où on a mis de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans un outil de SIEM qui donc récupère des logs, traite des logs et fait de la corrélation, on a rajouté une brique qui en fait va remplacer l'analyse humaine, la première analyse humaine. Donc ça nous permet, avec beaucoup plus de sûreté, de qualifier les incidents. On s'est rendu compte, parce qu'on a fait le test quand même pendant des années avec des humains, et on s'est rendu compte en jour en parallèle qu'on avait moins de pourcentage de faux positifs en fait, qui passaient si c'était directement l'intelligence artificielle qui prenait cette partie-là. Donc maintenant c'est acquis, c'est vraiment une brique, le SOAR, qui est installé dans la plupart des SOC maintenant et qui fonctionne très très bien. On se rend compte que de l'intelligence artificielle, il y en a de plus en plus sur chaque brique en fait de nos outils. On a de plus en plus des outils qui font tout, même le café, et il y a de l'intelligence artificielle qui se greffe petit à petit, des petits agents en fait qui sont complémentaires et qui se greffent et qui permettent de travailler plus finement et avoir des analyses plus simples. On va pouvoir passer, je ne sais pas si tu voulais revenir, non, du coup à la partie tout ce qui est régulation, sensibilisation, parce que finalement c'est ça les enjeux autour de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité. On sait qu'en Europe on est pionnier de tout ce qui est régulation. Alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, ça j'en sais rien, mais on a le mérite de le faire au moins. Est-ce que côté cybersécurité, intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites au niveau de la régulation, ou est-ce que là pour l'instant on laisse quand même champ libre à l'IA? Champ libre,
en Europe, on n'est quand même pas les rois de laisser le champ libre, donc on est plutôt à contrôler. Donc on a vu l'IA Act qui est arrivé, l'IA Act qui finalement responsabilise les sociétés dans leurs usages de l'IA, en contrôlant et en mettant en fonction de la nature des informations qui sont utilisées, qui met effectivement, on va dire des barrières de plus en plus importantes pour éviter notamment l'utilisation de données de type le genre et compagnie, voilà, pour éviter tout ça. Ça c'est de l'éthique et je dirais c'est plutôt bon. Après, on voit surtout aujourd'hui, et je crois que notamment dans le cadre du sommet là, sur l'IA qui a eu lieu il y a quelques jours, enfin le 17-18, je crois, c'était à Paris. On a vu notamment l'ANSSI qui a été assez active, et active notamment pour produire quelques livrables autour, par exemple, de l'approche de l'IA par les risques. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de vouloir tout imaginer ce qui peut se passer et faire. C'est faire une approche par les risques, et donc proposer des livrables pour les entreprises, notamment pour avoir une démarche d'analyse des risques de l'IA et donc d'avoir une approche qui est en réponse à ça. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, ils ont fait un exercice de cyber, un exercice au niveau national de cyber sur la compromission d'un système d'information par l'IA, avec toute sa supply chain derrière. Donc voilà, ça c'est un truc qui a été extrêmement intéressant. On a eu la chance d'y participer. Et derrière, il va y avoir un Rex, et je pense que ce Rex va servir justement, alors je ne sais pas si c'est un livre blanc ou autre, mais donc va donner des règles, des bonnes pratiques. Et puis après, il donne aussi quelques guidance autour de la gouvernance de l'IA dans les entreprises. Alors bien évidemment, là on parle beaucoup, quand on parle de tout ça, on parle beaucoup des grosses entreprises. C'est sûr que la PME où il y a 5 personnes et qui aura peut-être un usage de l'IA, bien évidemment, on va pas avoir les mêmes préoccupations, même si une entreprise de 5 personnes peut avoir un impact encore plus important qu'une grosse entreprise sur une attaque de cyber via l'IA. Donc on voit que tout ça, c'est en train de se mettre en place. Je pense que les Européens, ils ont compris aussi, à un moment, il faut mettre de la régulation, et notamment de la régulation éthique. Maintenant, il ne faut pas non plus aller plus loin, parce que pendant qu'on régule tout, les Américains, ils s'occupent de faire du business, quoi. Et au bout d'un moment, ça plombe un peu quand même, les entreprises européennes et l'économie, quoi. Après, c'est vrai qu'on se dit à quoi ça sert de réguler quand il y a les Américains et les Chinois qui font ce qu'ils veulent. Mais après, justement, c'est du business, c'est-à-dire qu'on peut avoir un certain positionnement. Et moi, je sais qu'il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué en 2016, c'était le fameux RGPD qu'on déteste tous en entreprise et qu'on aime bien en tant qu'individu. Et en fait, ça pose aussi en tout cas des ensembles géopolitiques en termes d'une promesse à la population. Et effectivement, l'Union européenne, c'est plus juste une union économique, là, comme ça, où on traverse les frontières, mais c'est la défense de la dignité et de la liberté humaine. Forcément, on a un historique. La dernière fois qu'on a collecté en masse des données personnelles de gens, ça a mal fini. C'était dans les années 40, si vous n'avez pas la référence. 1940. Et donc, tout ça, en fait, s'imbrique avec l'IA. Et on voit que donc il y a le sommet de l'IA. On peut se dire, tiens, pourquoi la France? Et puis là, c'était l'Inde qui était où on leur faisait les yeux doux. Mais derrière, en fait, c'est que d'un point de vue business, justement, une arme principale, c'est les standards. Donc, un des exemples, c'est par exemple, plus personne parle de DVD aujourd'hui, on est passé Blu-ray. Pourquoi ? La normalisation. Et donc là, il y a une guerre de normes qui est en train de se mettre en œuvre. Elle est portée par deux acteurs principaux. C'est l'alliance franco-canadienne, France et le Canada contre la Chine, qui développe du coup le standard ISO. Et la France, du coup, avec ses alliés, donc notamment le Canada, ont choisi de se placer, mais vraiment à un endroit, on se dit c'est tout petit, c'est de la niche, mais en fait c'est crucial, c'est la normalisation des biais. Donc c'est pas dire les biais des IA c'est normal, ou il faut pas s'en occuper. Non, c'est justement,
on va créer une espèce de taxonomie, une liste précise des biais, comment on les évalue, c'est quoi les impacts sur les gens, sur la société, etc. Et l'approche française est intersectionnelle, donc c'est un gros mot que je comprends à peine. Donc, juste pour dire, en fait, les IA elles se nourrissent d'énormément de données prises sur Internet, et tout le monde n'est pas représenté de manière égale sur Internet. Donc il y a des populations émergentes. Donc, oui, il y a les pays émergents, mais il y a aussi des populations, par exemple, les plus de 70-80 ans sont moins représentées sur Internet, que ce soit en termes d'images, de textes, d'opinions, etc. Et donc en fait, en mettant tous ces biais pour que les humains non représentés dans Internet puissent être représentés dans les modèles d'IA, ça permet à la France en fait de tacler des modèles qui sont plutôt hégémoniques, comme les Américains et les Chinois, où eux c'est comme ça, c'est notre vision, et une vision plutôt pyramidale de la société. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Ronan, mais moi je rebondis un petit peu sur ce que vous dites, mais comment dire, la Chine et les États-Unis, c'est pas vraiment de régulation sur quoi que ce soit. Est-ce que c'est pas aussi bien d'avoir tout un système à réguler pour les investissements? Il y a une certaine forme de sécurité. Donc est-ce que cette approche régulation, certes s'il y a des barrières, il y a aussi bien sûr il y a des apports pour les droits humains, mais est-ce que niveau business également, on va se dire c'est quand même un marché qui est sécure, donc les investissements sont plus est-ce qu'on peut avoir cette approche ou niveau business en tout cas, je parle. Ouais, je ne sais pas si on va dire que c'est un marché qui est sécure, mais on va se dire que c'est un marché qui est éthique, c'est un marché qui est humain. Enfin, c'est un peu de la RSE finalement tout ça. Hein. On ne peut pas collecter, utiliser des données à l'insu de chacun comme ça et s'en servir en plus. On va dire, pour faire du business sans qu'à un moment, il y ait une certaine approbation de ce qui est collecté. Hein, et d'ailleurs, on le voit bien, c'est aussi pour ça que, quand je disais tout à l'heure qu'il y a 43 millions de personnes qui ont été en une fois, on va dire, ont des données récupérées, ces 43 millions de personnes, dans ce site-là, elles avaient expliqué que peut-être leur consentement, elles l'avaient donné pour communiquer certaines informations. Hein, et je pense que tout ça, ça relie un peu avec le RGPD dont tu parlais tout à l'heure, mais je pense qu'entre zéro régulation et une surrégulation, il y a, je pense, un juste milieu à trouver. L'IA, je trouve qu'il n'est pas allé... Au début, on pouvait se dire, on se demande qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre. Bon, je pense qu'ils ont pondu pour le moment des règles. Enfin, nous, je sais que dans les banques, on est quand même... là, on y est très soumis et on est très attentif à ça. Bon, après, il faut voir aussi que les Américains, par exemple, pour parler d'eux, parce que les Chinois, à la limite, eux, ils régulent rien, mais les Américains, à la limite, ils vont moins réguler au départ. Par contre, ils vont taper fort à la sortie. Hein. Si jamais il y a une entreprise qui fait, entre guillemets, des choses qui sont pas entre guillemets, légales, et même, à la limite, en disant qu'elle n'était pas forcément consciente en utilisant l'IA, là, pour le coup, après, ils savent taper fort. Hein. Donc, je pense que, moi, il me semble que d'un point de vue, on va dire, du respect des populations, je pense qu'il y a un minimum de règles à mettre en œuvre pour cette utilisation de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est important de poser des bornes et des limites, de toute façon. Hein. Actuellement, je pense qu'en France, ça fait encore peur l'IA. C'est pour ça peut-être que nos décideurs ne savent pas encore trancher et qu'on veut normaliser au maximum. Les Américains, ils ont ce courage-là, au moins c'est d'y aller franco. Alors je pense que la vérité, elle est à mi-chemin entre les deux quand même. Mais nous, on n'a pas trop de notre mot à dire. On va s'adapter à ce que font. Écoutez, il est 20h10. Merci beaucoup. Ça passe très vite.